Go. C'est carré. Hop. Oh Il y a my déjà God. du monde, regarde, il y a déjà plein de gens, tac. Liz, Tim Maël, Ange, trop mignon. Alex, ils sont trop choux. Jiban, 57, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Comment ça va Maël? Eh ben écoute, ça va super. Et toi? Ça va, en vrai on discute déjà depuis une De demi-heure, ouf, mais hein. on va faire On fait genre, on genre. vient de se Vous retrouver. avez vu les acteurs de qualité? Comment ça se passe pour toi là? Un mois? Ça y est, punaise. Ça passe vite, hein. Bah écoute, je suis très, très, très heureuse. Je me sens bien. Mais ça fait bizarre de lâcher prise sur un projet sur lequel tu travailles depuis autant de temps, quoi. Tu vois. Mais là, ça y est, j'ai accouché et j'avais un énorme ventre. Ah, t'avais un ventre énorme, on s'en parlait depuis combien de temps cet album? Non mais attends, on en parlait déjà pendant le premier confinement. Et j'ai commencé vraiment à le dessiner pendant le premier confinement. Et après, 2020. 2020, ouais, pendant le Covid. On adore cette fabuleuse époque. Ouais. Mais c'était super parce que j'ai pu prendre le temps et surtout de chercher ce que je voulais vraiment faire, quoi. Mais c'est sûr que ça a été des montagnes russes, hein. En plus, nous, on s'est vu plusieurs fois pour en parler à chaque fois et je te disais, putain, c'est dur. Bah en fait, moi je me rappelle de conversations déjà, 2020, où je t'envoyais des screens, j'écoute l'effet de match, Ouais. c'est quand le deuxième album? Oui, c'est vrai. On veut quelque chose. Et Bah après, on ouais. s'était recroisés, je sais pas, il y a un an et demi, un truc comme ça. Ouais. Et Et, je t'en parlais et je te disais, punaise, c'est dur parce que tu sais, quand tu crées, t'es plein de doutes et puis t'as plein de gens autour de toi qui te disent d'aller vers ça, vers ci et t'es un peu perdu, tu vois. Et genre, tu sais pas trop où aller et c'est ça qui a été le plus dur, je crois. Mais là, maintenant, ça va super, je me sens très bien et ça fait du bien, quoi. T'es contente? Bah ouais, là, je souris comme toi, hein. Tu Le vois. sourire bright. C'est ça. C'est trop mignon, fil rouge tour 2024, les amis. J'adore Stéphane. RDV à la botanique, oh yes, let's go. Trop bien, trop hâte de vous voir. C'est trop quand, mignon. c'est quand le concert à la botanique? J'ai pas la date en tête, mais c'est en mars, c'est ça, je crois. Voilà, je vous dirai au cas où. Au pire, au pire, ton équipe, les fans vont mettre la date exacte. Il y a tellement de dates qui ont été rajoutées et tout, du coup, j'arrive pas à toutes les retenir, c'est assez fou. Mais on va parler de tout ça, on va parler de l'album, on va parler de la tournée qui se prépare. Mais j'aimerais qu'on revienne vraiment sur le parcours créatif, tu vois, que tu as eu, parce qu'il y a eu de grandes évolutions entre le premier et le deuxième album, Ouais. même depuis la victoire à The Voice, là où tu en es aujourd'hui, etc. Du coup, parler un peu de comment tu as développé ta direction artistique, etc. Donc, faut qu'on revienne carrément en mai 2018, en fait. Mais mai 2018, ah putain, ouais, Let's des The go. Voice et tout, quoi. Let's go. Ouais, mai 2018, je remporte The Voice saison 7. Tu veux que je te recule un peu le micro? Première nana. J'ai l'impression que tu vas le graille. Mais en fait, moi, je suis toujours comme ça, genre, C'est vrai on voit jamais C'est mon pas visage mal, quand je suis en interview. Genre, je suis tout le temps comme ça, et puis comme j'ai une petite tête, on me voit pas. Mais tu vois. j'ai cru que tu faisais pas exprès, tu sais, je te voyais vraiment comme ça, genre j'étais en mode Non, mais j'adore, tu sais, c'est vraiment un truc au plus près du micro. au plus près du micro. Ok, très bien, on laisse comme ça. Donc, je peux le laisser comme ça gêne pas en montant. On t'entend super bien. Ah, mais let's go, Ouais. je peux m'adosser. et tout. Comme ça, je te le recule, mais comme ça, c'est bon. Ok, alors du coup, mai 2018, je gagne The Voice. Yes. Première nana à gagner, Ouais, excusez-moi. incroyable. Et plus jeune aussi à gagner. J'avais 17 ans. Voilà. Donc fabuleux et en même temps, moi j'ai pas trop réfléchi en faisant The Voice. Je partais vraiment sans penser aux conséquences et jamais je m'attendais à gagner une émission comme ça. Donc quand tu remportes une émission comme celle-ci, t'es mise en lumière, t'es médiatisée de fou. Donc je passe de lycéenne tournusienne en Saône-et-Loire à gagnante de The Voice qui doit faire un album rapidement après, tu vois. Donc c'était étrange, mais finalement j'ai fait cet album ensuite avec Calogero, donc du coup tout allait très vite. Déjà avant ça, avant même l'album avec Calogero, etc. Une fois que tu gagnes, concrètement, comment ça se passe? Tu signes directement, tu rencontres de nouvelles équipes, ou est-ce que toi tu prends ton temps parce qu'il y avait le bac à préparer? Ah ouais. Comment ça s'est fait? Bah déjà quand tu gagnes, du coup t'as un contrat et tu signes pour plusieurs années avec une grosse maison de disques. Donc ça c'est super. On me demandait est-ce que tu gagnes de l'argent et tout? Pas du tout, mais tu gagnes un contrat pour faire des albums et travailler avec des équipes, avec un vrai entourage. Sauf qu'effectivement, moi j'étais encore au lycée, donc il fallait absolument que je prenne mon temps et surtout j'étais tétanisée à l'idée de faire de la musique parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Tu vois, c'était vraiment...
tout nouveau pour moi. Et donc, j'avoue que je retardais les rendez-vous pour leur dire je passe mon bac et on en reparle un peu après. Tu retardais les rendez-vous? Ouais. Avec mon père, on était en mode bon, on attend un petit peu. Et je me souviens que c'était un peu délicat parce que forcément, il fallait continuer d'utiliser cette lumière qui avait été mise sur moi, de profiter de cette lumière-là. Mais sauf que moi, j'étais absolument pas prête. Et donc, j'ai pris mon temps. Je passais mon bac de français juste après et j'étais encore un baby, j'avais pas encore vraiment confiance en moi, j'étais en pleine construction, donc forcément j'avais encore tout à apprendre. Et après j'ai rencontré Calogero et c'est comme ça que j'ai su que je voulais commencer avec lui pour ce premier album, et c'est comme ça que tout s'est dessiné, quoi. Donc c'est vraiment genre tu l'as rencontré par hasard, vous aviez une scène en commun et c'est en discutant que vous vous êtes dit ah tiens ce serait cool de travailler ensemble, donc ouais, hasard, on s'est retrouvés à un festival près de chez moi. Et en fait, il m'avait découvert sur The Voice et il m'avait dit j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Et c'est vrai que moi, Calogero, c'est un artiste que j'écoutais pour aller à l'école le matin. Je me retrouve à un festival en train de manger du poulet devant lui. Et, tu vois, c'était quand même fabuleux. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode allons-y directement. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et on s'est retrouvés en studio et c'est là qu'il m'a cousu cet album éponyme, quoi. Mais comment tu réagis quand il y a Calogero quand même qui te dit en fait j'ai envie de te faire un album vraiment à ton image, quoi? T'es dérouté parce qu'en plus moi je faisais tout ça sans vraiment réfléchir au fait que j'allais faire de la musique vraiment professionnellement parlant, et en fait tout devient très sérieux déjà en gagnant une émission qui te fait avoir un contrat, et ensuite t'as Calogero qui te propose de travailler avec toi et c'est un vrai encadrement. Enfin, on était dans des très beaux studios, on a travaillé avec des bons musiciens. Enfin, moi, quand j'ai dit ça à mon père, il était ah ouais, donc ça devient vraiment sérieux tout ça. Donc c'était fabuleux et en même temps, j'étais très jeune, donc il y avait aussi beaucoup d'insouciance de tilter ce qui se passait autour de moi. Genre le fait de me retrouver en studio et de manger mon McDo avec Calo. Tout le temps la référence à la graille. C'est terrible. C'est terrible. À chaque fois, dans toutes les interviews, je parle de bouffe. Tu places ton poulet, ton McDo en 2 minutes. Mais j'ai pas encore parlé de cornichons en plus, mon gars. Ah, on a hâte. Cornichons après les ruptures, on connaît. On connaît. Bien joué, c'est ça. Mais non, c'était fabuleux et du coup, j'avais besoin d'aide, en tout cas, c'est sûr, pour ce premier album. J'étais absolument pas prête de faire mes chansons, de d'écrire sur moi. J'étais en pleine construction de moi, complètement très timide, j'avais peur de tout ça. Donc, j'avoue, quand il m'a pris sous son aile, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a implanté dans le milieu, quoi. Et donc concrètement, comment ça se passait en studio? En fait, j'ai envie qu'on parle de l'élaboration du premier pour mieux comprendre la différence avec le second, tu vois. Ouais. Et du coup, sur le premier, c'était tiens, une chanson, qu'est-ce que t'en penses? Ou c'était on discute, de là je t'écris une chanson, tu me dis que... Enfin, comment ça se passait l'élaboration des morceaux? Ce qui s'est passé, c'est que Calo, lui... Je dis Calogero, pardon. Calo, le sang. Putain. Calo, ils arrêtent pas de rigoler. Calogero, on a beaucoup discuté sur ce que je voulais dire dans cet album. C'était le plus important de parler des thématiques. Et lui, quand il travaille sur des chansons, il écrit pas, il compose juste, il produit, il compose. Mais il travaille avec des auteurs, il a vraiment une base d'auteurs avec qui il travaille très souvent, Marie Bastide, Paul École, Pierre Risse, etc. Et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec eux sur ce que je voulais dire dans cet album. Mais c'est vrai que j'arrivais... La compo était faite, le texte était écrit, je pouvais modifier des petites choses, mais du coup, c'est comme ça que ça se passait. Je parlais en amont de ce que je voulais dire dans l'album, et après, ils écrivaient des textes, ils nous les envoyaient. Calogero composait et produisait. Et donc, moi, j'arrivais et j'interprétais les chansons avec la base auquel ils avaient pensé. Et après, je pouvais mettre un peu mon grain de sel, mais c'est vrai que j'étais pas du tout au cœur de la création. C'était vraiment une manière de faire, je pense, qui... se faisait énormément avant. Quand on parlait d'artistes-interprètes, c'est des chanteurs où les chansons, elles arrivent, voilà, on leur donne et ils les chantent. Et c'est un vrai métier d'être interprète, hein. C'est dur parce que c'est pas tes mots, c'est pas tes compos, c'est pas ta mélodie, mais tu la réadaptes en fonction de toi. Et c'est comme ça que ça s'est passé, toute la création des chansons, c'est que j'avais la base et moi j'arrivais en studio et j'interprétais les titres qui étaient déjà finalisés, quoi. Et toi, à ce moment-là, du coup, on te proposait plusieurs morceaux et c'est toi qui disais je veux celle-ci, je veux celle-là? Ouais.
Et tu faisais comment un peu ton choix? Je pense que c'était un truc de sensibilité sur de quoi parlait la chanson. Quand Zazie, par exemple, elle m'a envoyé Toutes les machines ont un cœur, bah, j'ai été percutée par la chanson, j'ai été percutée par le texte et je me suis dit, c'est sûr que que je veux garder ce texte-là. Donc, du coup, avec Calo, on a pensé à des choses et c'est comme ça qu'il a composé et qu'il a produit. Il y avait des textes qu'on pouvait recevoir où je me retrouvais absolument pas. Et donc là, je disais vraiment ouvertement, bah non, ça, je peux pas le chanter, je vais pas pouvoir le défendre, je pourrais pas bien l'interpréter. Donc c'était vraiment un choix. Et effectivement, j'en parlais avec eux avant, je leur disais, bah j'aimerais bien parler de famille, j'aimerais bien parler d'écologie, j'aimerais bien porter des messages, etc. Et c'est comme ça après qu'on venait et qu'on m'amenait ces textes-là. Le mot d'absence. Ça parle pas de moi. Ah ouais, ce son-là, mais tu sais que la première fois que je t'ai interviewé, j'ai voulu lancer ce sujet. J'étais en mode, ok, l'absence paternelle. J'avais dit en plus. J'avais peut-être pas osé dire non, ça parle pas de moi. Je sais plus, mais on a peut-être coupé au montage. On a sans doute coupé au montage. Mais oui, non, le mot d'absence, ça parle de l'absence d'un père. Hein. Ça, c'était vraiment ça. Et moi, de base, le pitch que j'avais dit aux auteurs, c'est que je voulais parler de famille recomposée, je voulais parler de divorce en fait, du fait que mes parents vivaient plus du tout ensemble et que j'avais envie d'en parler parce que c'était mon quotidien. Et sauf qu'en fait, du coup, on m'a amené le texte du mot d'absence et là j'ai vu t'étais où toi quand je faisais mes devoirs et ça parle ouvertement d'un père. Et moi, mon père, quand il a vu la chanson et qu'il l'a écoutée, il m'a dit t'es sérieuse d'écrire ça? Et je lui ai dit non mais ça parle pas de toi, mais ça parle du fait de quand t'es enfant et que tes parents divorcent et que t'as la sensation que tu t'éloignes un peu d'eux à contre-cœur parce qu'il y a des tensions, etc. Et bah, j'avais envie de parler de ça dans une des chansons, mais là, elle était violente, tu vois. moi, c'est une de mes préférées, mais il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans le mot d'absence par rapport à l'absence d'un proche, d'un père, d'une mère. Et ça, je trouve ça méga cool, tu vois. Et aujourd'hui, justement, avec du recul, quand t'écoutes cet album, t'en penses quoi? Tu le vois comment? J'essaie de regarder les messages en... Ouais, c'est trop mignon. On va le lire. Coucou. Je tenais à dire à Maëlle que ces chansons accompagnaient mes études pour devenir professeur et que ces chansons-ci et l'effet de masse m'ont énormément touché. Si pour me motiver à persévérer et l'effet de masse pour toujours rester à l'affût de situations de harcèlement en classe. Sans parler du fait que j'adore vraiment ta voix et que je regarde encore régulièrement tes passages à The Voice. Oh, incroyable. Sur toi, merci beaucoup. Ça me touche trop. C'est vrai que l'effet de masse, ça avait eu un vrai effet chez les gens. C'est fou, hein. Et encore maintenant, hein. C'est vrai que au-delà du fait du message dont ça partage, le harcèlement scolaire, etc., j'ai plein de gens qui m'ont parlé de leur situation, de leur harcèlement, et même il y a des personnes qui ont harcelé des gens et qui m'ont dit punaise, putain, pardon. C'est France Télé, c'est ça. On est chez France Télé, on dit punaise. Un truc méga sérieux en plus me fait pas rire. Pardon. Et des gens qui ont pu harceler d'autres personnes et qui m'ont dit en écoutant ta chanson, ça m'a un peu fait ouvrir les yeux, tu vois. Et c'est vrai que c'est là à quel point je me rends compte de l'importance de ce genre de chanson où on comprend et que ça fait passer des messages aussi forts. D'ailleurs, c'est Paul École qui a écrit cette chanson et qui est encore utilisée plein de fois pour parler de ce qui se passe, je me rapproche du micro, de ce qui se passe de ce qui se passe dans des écoles et encore maintenant, et c'est affligeant, quoi. Et comment, du coup, ça s'était passé la réalisation de l'album, parce que t'étais en parallèle en train de préparer ton bac. Ouais. C'était quoi ton quotidien à cette époque-là, du coup? Bah, c'était fiche de révision de toutes les couleurs, et c'était tournage de clips pour Toutes les machines ont un cœur, tu vois. C'était complètement fou, hein, parce que t'es là, t'es en train de réviser les trucs sur tes maths, et je suis pas du tout matheuse, donc c'était une catastrophe, et j'étais en train de chanter à Barcelone pour faire mon tournage de clip, donc c'était fou, et en même temps, bah, c'est ce que je voulais faire de la musique, je voulais être en studio, donc c'est vrai que du coup, ma vie c'était de faire des allers-retours sur Paris, parce que j'étais toujours à Tournus chez mes parents, pour le lycée, et je revenais, parfois je m'absentais pas mal de temps pour enregistrer, et je revenais, mais tout le monde était au courant. Mais c'était étrange, donc c'est vrai que pour être focus sur un des deux, c'est compliqué, c'était vraiment les études et aussi en même temps la musique. L'album sort, du coup. Ouais.
Comment tu vis cette époque-là où ta vie change complètement, la promo, les concerts, le public, tout ça? Bah, c'est assez fou parce que tout va très vite, tu vois. C'est vrai que moi, j'étais en studio, ensuite l'album sort. L'album sort tardivement, enfin, il sort tardivement. Il sort fin novembre, enfin, en novembre 2019. Plein de promos, médiatisation cool. Et en plus, le fait que j'ai pu travailler avec Calogero, bah, ça m'a aussi beaucoup aidé à. Parce que lui a beaucoup défendu mon projet, donc forcément, il avait beaucoup de contacts. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Ensuite, il y a eu ça, il y a eu les Energy Music Awards, il y a eu les Victoires de la musique, j'ai intégré la troupe des Enfoirés. Waouh! Donc c'était fou. Je vivais un truc de fou. Waouh! Les Enfoirés, c'est une dinguerie. J'avais oublié les Enfoirés, c'est une dinguerie. Fou. Et moi, je me retrouve là. J'ai toujours regardé ça quand j'étais petite. Et c'était fou, mais je me rendais pas vraiment compte. C'est avec du recul que là, je me disais, oui, t'as fait des trucs de fou. Et je me demande comment j'ai pu faire aussi certains trucs. Je me dis, waouh, je sais pas si je serais capable de refaire tout ça, tu vois. Même si j'espère. Évidemment, évidemment. Et du coup, à partir de là, à quel moment tu t'es dit, ok, deuxième album? Rapidement. Dès le confinement, dès qu'il y a eu le Covid qui est apparu, en fait. Donc 6 mois après la sortie de l'album, en vrai. 6 mois, ouais. Il est sorti en novembre, on a été confinés en mars. Tu veux que qu'on relève ta chaise ou pas? Mais pourquoi? T'es bien là, t'es bien? Mais je suis méga bien. Ah bon, bah c'est bon. Tu me trouves basse? Bah par rapport à moi, j'ai l'impression que je suis 1000 fois plus grand. Mais parce qu'en fait, je suis pas très grande de base. Mais attends, je peux peut-être tricher. Mais je crois que ta chaise est plus basse que la mienne. Vas-y. Comment on fait? Vas-y, remonte. Attends. On tente. On dirait que j'ai vraiment 12 ans et demi. Bah c'est pour ça que je me Comment suis elle dit, marche viens, on remonte le truc. Pause sur le live, on revient. C'est bon, ah oui, c'est vrai que là, je parais T'as vu, c'est mieux quand même. Parce que j'avais l'air tassée. T'avais l'air vraiment, j'ai l'impression que j'ai interviewé ma gosse. Oh Alors, attends, par contre, pourquoi il est méga... C'est normal comme ouais, c'est bien comme ça, tu peux te pencher, tout est Mais bien. c'est horrible, j'étais pas... Ah oui, ok. C'est bon là? Ouais, c'est bon. C'est carré. Donc, deuxième album, directement au Covid. Oui, du coup, deuxième album au Covid. Attends, mais tu... Je te jure, t'étais bas de ouf, c'était une dinguerie. Ah, mais j'ai l'impression d'être super droite là. Il y a un truc avec ma chaise en vrai. Je suis pas méga droite. Y a pas un problème? Bah non, regarde, si tu penches le truc, Mais oui, mais. tu veux je suis pencher, remis. tu veux bloquer. Attends. Vas-y. Ah bah non, là je suis trop droite. Vas-y. Là c'est bon. Ah voilà. Parfait. Ah là, voilà. Ouf. Let's go. C'est bon, je suis là. Donc, Du coup, mars 2020, Covid. Covid. Donc, perturbé parce que effectivement, on se retrouve. Arrête de me regarder ton sourire comme ça là. Forcément, c'était pareil. Là, j'étais dans une situation où j'étais vachement dans la lumière. Il se passe plein de choses. J'étais en pleine promotion de mon album et le Covid m'a complètement ralenti. Mais au final, c'était quand même méga nécessaire parce que même si c'était horrible, hein, ce climat était méga anxiogène et c'était terrible, bah, ça m'a permis de pouvoir être seule dans ma bulle de création. J'étais confinée chez mes parents avec mon piano et de me dire, bon, bah, j'ai personne autour, personne sur qui vraiment me poser vraiment pour composer. Et là, vraiment, j'étais toute seule dans ma bulle et c'est là que j'ai commencé à, par exemple, 2 semaines après le début du confinement, j'ai commencé à faire Flash, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis vraiment déjà d'être toute seule et de pas nécessairement penser à ce que les autres, mes équipes ou autres, allaient penser et pas qu'on me dise je veux absolument que tu ailles dans cette direction-là, je veux que tu fasses ça. T'as fait un album avec Calogero, on va travailler avec d'autres personnes pour que tu continues sur ta lancée. Là, justement, je me suis dit j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de composer, j'ai envie d'écrire et j'ai envie de... J'ai connu la création où on me fait mes chansons, mais là, j'avais besoin de le faire moi et de me sentir légitime en quelque sorte, tu vois. Il vient d'où ce besoin justement parce que tu as plein d'artistes qui auraient pu se dire ok, ça a bien marché en tant qu'interprète, ce rôle-là me suffit. Pourquoi tu ressentais ce besoin viscéral de faire tes propres chansons? Parce que pour moi, il faut... Quand on fait de la musique, il faut être le plus sincère possible. C'est toi qui défends tes titres, c'est toi qui est sur scène. Donc il faut qu'on ressente que ça vienne de toi. Et moi, comme je fais de la musique depuis toujours, je fais du piano depuis que j'ai 4 depuis que j'ai 4 ans. Donc arrête.
Non mais le gars peut faire une pub pour un Pour Colgate. dentifrice, mais c'est Let's quoi go. ce délire? Vas-y, j'arrête. Pardon. Putain. Je me tourne, c'est bon. Du coup, l'album. Et du coup, oui. En fait, je pense que c'est important d'être le plus sincère possible. Et moi, j'avais envie de composer, j'avais envie d'écrire, juste parce que ça me donnait envie. Et j'avais aussi le désir qu'on apprenne à me connaître, en fait, qu'on sache qui est vraiment Maëlle, en quelque sorte, et qui elle pense être. Parce que forcément, on se découvre tout le temps, on change tout le temps, on évolue, tu vois. Je serai pas la même dans 2 ans ou dans 3, tu vois. Mais j'avais ce besoin, en tout cas, de mettre des mots sur mes mots à moi. C'était trop important. Je sentais que cet album, il allait être thérapeutique, et c'est peut-être gnangnan de le dire, mais ça m'a fait beaucoup de bien de le coudre de mes mains, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, étant donné que tu avais fait le premier album quand tu avais 18 ans, tu n'avais pas encore vécu beaucoup d'expériences dans la vie, etc. Complètement. Et j'ai le sentiment que c'est aussi cette nouvelle vie d'artiste, cette nouvelle vie de jeune femme qui t'a permis d'avoir des sujets d'inspiration pour ce deuxième album. C'est complètement ça. J'avais la sensation, quand je devais faire ce premier album, de pas avoir vraiment grand chose à dire, parce que j'étais au tout début de ma vie, tu vois, et encore là j'ai 22 ans, on dirait que j'en ai 50, mais c'est sûr En vrai, la vie d'artiste fait que un an, c'est 10 en vrai. En vrai, franchement, tu dois être plus mature, rapidement tu te rends vite compte de certaines choses, et moi j'ai eu ma transition, je suis passée de lycéenne à... Voilà, je suis arrivée sur Paris, je suis tombée amoureuse, j'ai eu un chagrin d'amour, j'ai fait de l'anxiété, j'étais entourée de mauvaises personnes, j'ai eu plein de trucs, j'ai découvert ma sensualité, j'ai beaucoup profité, j'ai été beaucoup triste aussi, je me suis aussi beaucoup posé de questions, mais j'ai vraiment appris à me connaître moi, quoi. J'ai la sensation d'être enfin moi, en quelque sorte, parce que je l'assume pleinement, alors qu'avant j'assumais peut-être pas nécessairement qui j'étais, parce que je savais pas encore qui j'étais, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça, quand on commence jeune, c'est toujours assez délicat, parce que les gens, ils sont habitués à t'avoir vu jeune, timide. J'ai eu cette image pendant longtemps, d'image assez lisse, et là, maintenant, j'arrive avec quelque chose d'autre, et je vois que les gens sont pas perturbés, mais il y a quelque chose qui est... dis donc, elle a changé, quoi. Elle a changé, mais c'était une volonté de ma part, parce qu'il y a eu vraiment une émancipation entre ces 2 albums. Et justement, pour le côté musical de l'album, il me semble que tu as écouté énormément de musique pour trouver ta direction artistique, etc. Concrètement, c'est quoi les étapes quand on se dit « Ok, je vais travailler sur un album ?» La première étape, c'est... Les textes, c'est les compos, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je sais que c'était les compos. J'ai toujours fait... Toutes les chansons qu'on peut entendre sur Fil Rouge, c'est des pianos-voix initialement. Et c'est toujours la musique qui va me donner la thématique. À chaque fois, parce que ça va donner une émotion. Les accords, en fait, donnent des mots, je trouve, personnellement. Quand j'entends certains accords, je me dis « Ah bah ça va parler de ça, ça va parler de ça. C'est plus solaire, c'est plus doux, c'est plus mélancolique, c'est plus triste. » Et c'est comme ça que moi je compose. J'ai jamais écrit un texte sans avoir la mélodie de la voix ou la mélodie de la chanson en elle-même. Et comme je suis plus musicienne, même si j'écris quand même maintenant globalement, mais comme je suis plus musicienne, c'est plus instinctif pour moi de sortir des mélodies sur mon piano que d'écrire forcément des choses. Donc c'est tout nouveau pour moi de commencer à écrire mes ressentis et à faire mes chansons. Donc ça a été ça un peu le processus de création, c'est assumer ce que je voulais dire, pouvoir me dire que je ne regretterai pas dans 2 ans d'avoir mis des mots sur ce que j'ai pu vivre aussi, parce que c'est ça aussi d'être artiste, c'est tu parles de choses qui sont perso. Est-ce que dans 2 ans tu vas pas avoir honte d'avoir dit t'es toujours dans mes flashs comme si je n'avais plus d'espace, tu vois? mais justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est une étape de ma vie, et elle m'a fait du bien, cette étape de vie, quoi. Donc tu me disais que le fait d'être en confinement, ça t'a permis de toi-même composer tes morceaux, etc., sans te poser la question de quelle direction va vouloir mon équipe, etc. Ouais. Ça a été quoi les discussions justement avec eux, avec le label, avec tes directeurs artistiques, etc., quand il a fallu se lancer dans la construction du deuxième album? Ça a été plusieurs choses. Il y a eu des débuts où forcément ils savaient pas encore comment je composais et comment j'écrivais, donc il fallait qu'ils me fassent confiance
sur comment j'allais faire des chansons, en fait, parce que moi, j'étais qu'interprète, donc j'avais... Ils savaient pas comment j'étais vraiment en tant qu'autrice, compositrice. Et forcément, je pense qu'ils avaient aussi envie que je continue sur la lancée du premier album, qui était chanson française, travailler avec Calogero. Donc en fait, la première idée, c'était de travailler avec d'autres chanteurs de la chanson française, mais moi, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'être avec un grand nom pour être avec un grand nom. En fait, j'avais envie de faire de la musique, déjà la musique qui résonne pour moi, et surtout de me sentir libre de mes choix et de comment j'ai envie. Parce que pour moi, de faire de la musique qui n'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est horrible. On est coincé, on est comme dans une prison dorée, quoi. J'ai pas eu cette sensation-là avec mon premier album, pas du tout, parce que je l'adore et je suis très fière. Mais c'est juste qu'avec du recul, je pense qu'en étant artiste et pour que des gens aient envie de nous écouter, il faut qu'on soit le plus sincère possible et le plus authentique possible, et c'est-à-dire de parler de soi et de prendre ses propres décisions. Et donc forcément, les labels, les équipes, ça a été un peu compliqué parfois parce qu'il fallait qu'on me fasse confiance, ça a pris du temps, et finalement, je pense que je me suis entourée aussi de bonnes personnes qui m'ont aidée à y aller, et j'ai la chance maintenant d'avoir des superbes équipes qui me soutiennent, qui sont à fond derrière moi et qui se battent pour mon projet, et surtout ce qui est très beau, c'est que c'est toujours mes choix. Tous les singles qui sont sortis, toutes les images, tous les clips, tous les visuels, c'est moi, c'est mes pensées, c'est moi qui les ai réfléchis comme ça, et c'est cool en termes de légitimité de te dire bah c'est mes idées et elles ont pu être créées parce qu'on m'a fait confiance, et ça c'est trop bien. Tu disais justement que c'est parfois compliqué en tant que femme, en tant qu'artiste, d'assumer ses choix et de les porter auprès de ses équipes. Ouais. Et c'est un travail difficile parce que quand t'es au tout début et que t'as rien prouvé encore vraiment, bah, il faut avoir assez de cran pour être face à plein de gens qui te disent bah, t'es sûr que tu veux vraiment faire ça, on n'est pas sûr et tout. Et surtout quand on est dans un milieu essentiellement d'hommes aussi, tu vois. Moi, j'étais une petite nana qui arrive avec ses compos piano, après un succès avec Calogero, disque d'or. Là, Disque d'or. Yeah. Mais c'est vrai que du coup, t'arrives avec... Attends, il est où le disque d'or? Il est chez moi, là. Ah, la dinguerie. Il est chez moi sur ma table, et je me suis dit, est-ce que je me la pète en le mettant sur ma table, comme ça, devant tout le monde? C'est logique, en fait. Bon, j'arrive, je le vois, je regarde, tu vois, je suis en mode, et ouais, c'est bon. C'est fort, J'allais pas le mettre dans mes toilettes, tu vois. Des gens font ça. Oui, j'ai vu. Mais bizarre. Ouais. Toi, tu fais pipi, t'as pas envie de... Ouais, non, c'est pas le moment. Par contre, dans le salon, avec la table, ouais, le disque d'or. C'est cool. Waouh. Tu vois. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était pas facile, mais ça m'a forgé de fou, quoi. Ça m'a forgé parce que je me suis pas laissée faire. Et justement, ça m'a donné de la détermination et de la force à assumer comment j'étais aussi. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça... En fait, je te pose toutes ces questions parce que je trouve ça vraiment intéressant... Parce qu'on voit que t'as grandi et que t'as évolué, tu vois. Genre, quand on te regarde à l'époque où t'étais à The Voice, premier album, etc., effectivement, il y avait ce côté où t'étais toute discrète, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce deuxième album, t'as vraiment dû imposer tes choix et t'as dû te forcer à, justement, garder la tête haute, dire non, ce sera comme ça, etc. Ouais. Et c'est un vrai apprentissage de la vie d'adulte, en vrai. Complètement. En vrai, ça a été... ça m'a vraiment forgé. Tu vois, quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis, là, je me sens prête à... C'est pour ça aussi que je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi et que je me sens mieux dans ma peau et dans ma tête. C'est que j'ai envie de me faire confiance, et je pense que ça a été vraiment, vraiment nécessaire. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Et en plus, il y a plein de gens qui me disent, le premier album, il a marché, pourquoi tu restes pas dans un truc... comme ça, qui a marché, ou en mode d'avoir une sécurité, mais moi je fais pas de la musique pour essentiellement que ça marche. Alors si ça marche, c'est fabuleux, fil rouge, j'espère qu'il aura un beau chemin, tu vois. Mais j'ai envie d'être moi, en fait, de l'assumer et de pas mettre de masque et de pas... j'ai pas envie d'être gênée de prendre la parole sur des choses, je pense que je suis pas moins bête que quelqu'un et je suis pas plus bête que quelqu'un, et j'ai pas la sensation de ne pas avoir de choses à dire. C'est pour ça, je pense que c'est important de
de s'écouter surtout et de suivre son intuition. T'as rencontré d'autres artistes féminines qui sont passées par cette même émancipation? Clairement. J'ai pu parler avec Nilusi, qui était Kids United. Kids United. Yes. Et en fait, récemment, j'ai mis un post parce qu'en fait, sur Facebook, je reçois énormément de messages non, je vais pas dire ça, mais de personnes d'un certain âge, de personnes qui peuvent s'appeler potentiellement Patrick, voilà. Des messages où ils me disent on la reconnaît plus, mais elle a trop changé, mais c'est qui c'est plus elle. Voilà, j'ai reçu c'est plus elle. Et je sais que j'avais répondu en disant justement, si vous l'avez pas encore compris, c'est enfin moi, enchantée. Et Nilusi avait commenté en me disant force meuf, je vis exactement la même chose. En fait, c'est quand tu commences jeune et que des gens t'ont connu jeune, ils t'ont identifié comme ça, c'est difficile pour eux de s'ouvrir et de se dire elle grandit, elle est plus celle que j'ai vraiment écoutée, donc ça doit leur faire un truc. C'est comme, tu vois, je repensais à Miley Cyrus quand elle a été avec Anna Montana et qu'après elle a changé d'image et de DA et tout le monde était en mode dis donc elle a bien changé la petite Anna Montana. Et je pense que malheureusement il faut plus prendre de pincettes quand t'as envie de changer, en fait. Il faut y aller et foncer parce que les gens ils comprennent pas sinon, et c'est ça le plus douloureux quand tu passes vraiment de l'âge adolescent à commencer, même pour les Kids United, tu vois, il y a plein de gens maintenant qui font des musiques totalement différentes, et je trouve globalement qu'on vit la même situation parce qu'on commence avec des télécrochets, on commence avec une médiatisation qui est un peu similaire, mais t'as envie de t'évoluer, en fait. Tu restes pas la petite nana de 16 ans toute timide qui passe son bac de français et qui ose pas parler et regarder droit dans les yeux les gens quand elle parle, tu vois. Je veux pas rester comme ça, je grandis, j'ai envie d'affirmer ma féminité, j'ai envie d'être qui je suis maintenant, et c'est ça le plus dur, je pense, quand on commence jeune et quand on est identifié avec des images qui peuvent grandir forcément parce qu'on est jeune, quoi. Et tu parlais des Patrick. Est-ce que justement... Désolée s'il y a des Patrick. On vous aime les Patrick. Mais justement, est-ce que c'est aussi le fait, tu vois, d'avoir commencé dans The Voice, forcément c'est un public hyper large, hyper familial. Ouais. Et finalement, ce deuxième album, Fil Rouge, je trouve personnellement, tu me diras ce que t'en penses, ça s'adresse pas forcément à ce genre de public-là, ça s'adresse plus à des gens de ta génération qui traversent les mêmes étapes de vie, qui passent à l'âge adulte, etc. Du coup, est-ce que cette confusion et ce truc de Maël a changé vient aussi du fait que tu t'adresses plus exactement aux mêmes gens? Complètement. C'est ce que je disais, je parlais de ça avec un ami, et pas plus tard qu'hier soir, parce que j'avais reçu des messages, pareil sur Facebook, pas très cool, en disant on la reconnaît plus, et en fait il m'a dit oui mais Maël, t'as fait cet album aussi pour te rapprocher des gens de ton âge, pour te créer aussi un autre public que tu n'avais pas nécessairement avant. Ces personnes-là, elles peuvent partir ou elles peuvent rester si elles sont d'accord avec ce que tu fais, mais si elles aiment pas, justement, c'est pas grave, elles vont partir et c'est pas le public que tu cherchais nécessairement, même si évidemment moi je suis trop contente d'avoir de tous les âges qui peuvent me soutenir, mais c'est vrai que du coup forcément ma musicalité elle a changé, et c'est vrai que cet ami-là il m'a dit voilà, du coup tu fais autre chose, il faut que tu t'attendes à ce genre de message, même si ça fait pas plaisir, mais c'est réel, et du coup je pense que c'est une étape un peu douloureuse à passer, mais effectivement, Fil Rouge, il s'adresse plus à des gens de mon âge. En tout cas, moi, je l'ai écrite, j'ai écrit ces chansons dans ces âges-là. J'avais 20, 22 ans. Donc c'est sûr que j'espère que des gens de mon âge vont pouvoir se retrouver comme des pères de famille ou des mères de famille, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que là, ils étaient habitués à de la chanson française avec Calogero qui était là. Donc là, j'arrive avec une proposition qui est différente. Donc c'est sûr qu'avec le public de The Voice, c'est un public très large également. Donc c'est toujours assez étrange de ces étapes de vie et musicales, parce que tu sais pas qui va rester ou qui va revenir ou qui va arriver. Et c'est ça un peu qui est parfois un peu flou, tu vois. Et justement, ces nouveaux arrivants. Écoute, c'est cool parce que y a plein de gens de mon âge, de l'âge de mes sœurs, de la trentaine, qui m'ont dit Fil Rouge, je m'y retrouve complètement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et quand j'ai fait cet album, déjà, j'avais vraiment envie qu'il soit perso. Donc, j'avais vraiment envie de parler de mes expériences. Mais si des gens peuvent se retrouver dans toutes mes chansons, dans la fainéantise, dans la flemme, dans l'amour, dans les chagrins d'amour, dans le fait de découvrir sa sensualité, moi, ça me fait du bien. Parce que moi, il y a beaucoup d'artistes que j'ai écoutés
qui m'ont aidé à m'affirmer aussi, tu vois, à prendre la parole sur des choses, à être plus à l'aise de parler de sujets, alors qu'avant, j'étais pas autant à l'aise. Moi, ça Qui m'a ça? beaucoup aidé. Bah, tu vois, ne serait-ce que même des Pommes, des Angèle, des Yoa, des artistes, des Kalika qui parle de sexualité. C'est une chanteuse pop à fond, qui a une image complètement décalée et qui s'assume, mais complètement. Et ben moi, ça me fait du bien de voir ça, en fait. Ça me fait du bien de voir des meufs qui s'assument et qui s'en foutent de recevoir des messages, même si ça fait mal dans le fond, mais qui sont là en mode, bah c'est comme ça, je suis comme ça et je vais pas changer pour ces gens-là. Et ben moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et c'est ça qui m'a aussi donné de la force à aussi me montrer sous une autre image et m'affirmer plus sexy que je ne l'étais avant et pas qu'on me dise ah bah dis donc elle a bien changé la Maëlle de The Voice. Effectivement elle a changé et j'ai grandi et heureusement d'ailleurs. Je suis en train de lire vite fait les messages, ils sont trop mignons. Ton album est top, j'adore ta musique et la nouvelle DA que tu as prise, j'ai hâte de voir cet album sur scène. Ah c'est trop mignon. Merci d'être toi. Ah ouais, il me parle de Disney Channel. Parce qu'on parlait de Ouais, Miley des enfants. Cyrus et Ah tout, mais oui, c'est Miley réel, hein. Cyrus, ouais. Vraiment une inspiration que tu es, la plus belle chose que tu aies décidé d'être la plus sincère et la plus toi possible, qu'importe tout. Oh, Eh mais franchement, tes fans sont trop mignons. merci beaucoup. On Vous t'aime, êtes des amours. on t'aime, l'album est dingue, vraiment. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Comment tu réagis quand tu vois des messages comme ça, que tu reçois sur les réseaux, etc. En vrai, est-ce qu'on s'habitue à ce genre de messages? Non, tu peux pas t'habituer à ça, tu vois. Et en plus, comme là, j'ai vraiment fait cet album, je l'ai vraiment fait depuis pas mal de temps. Quand on m'envoie des messages par rapport à ça, ça me fait tellement de bien. Parce que quand j'étais dans ma grotte en studio à penser à ces chansons et que c'était compliqué parce qu'on me faisait pas encore vraiment confiance et que là, je l'ai sorti et que je reçois ce genre de messages, bah, ça fait du bien. Et ça me donne envie de faire plein de trucs comme ça. Et du coup, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie et ça me rend heureuse. Et je suis très contente de pouvoir aussi leur donner ce qu'ils me donnent moi, parce que moi j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, hein. Je fais de la musique, je fais ce que j'aime, mais ces gens-là, ils me donnent de l'amour, ils me soutiennent, ils viennent me voir en concert. Donc c'est ouf de pouvoir échanger ensemble et de pouvoir être ensemble alors qu'on se connaît pas vraiment, tu vois. Et ça, c'est trop bien, le pouvoir des réseaux de recevoir des messages comme ça. Sur l'écriture des morceaux de l'album, de base, t'es face à une feuille blanche. Comment tu t'es dit, ok, je vais parler d'amour, je vais parler de fainéantise, je vais parler d'anxiété face à ta feuille? Pourquoi ces thèmes-là sont venus et pas d'autres? Bah parce que je pense qu'ils étaient en plein dans mon fil conducteur de vie, quoi. Quand j'ai fait l'album, au début, j'étais amoureuse, ensuite je l'étais plus. Je suis tombée dans une anxiété qui m'a bouffé la vie pendant plusieurs mois. J'étais malheureuse quand je l'ai fait, tu vois. Quand j'ai commencé à dessiner l'album, j'étais pas très bien, et le fait de pouvoir en parler dans mes chansons, bah, ça m'a fait du bien et je pense que c'était ultra nécessaire pour moi de le faire. Donc ils sont venus très instinctivement, j'ai pas trop réfléchi à de quoi je voulais parler. J'ai été feignasse, j'ai été amoureuse, j'ai été célibataire, j'ai vécu des trucs horribles et en même temps, bah, je suis toujours là et j'ai sorti mon album et je crois que depuis que j'ai lâché prise de Fil Rouge, ben, je me sens beaucoup mieux. Déjà, j'ai moins d'anxiété, j'ai moins de pensées froides, tu vois. Mais c'est sûr que les thématiques, elles étaient importantes parce que je me suis dit, comment me présenter aux yeux des gens, c'est un peu ma première prise de parole vraiment en tant qu'autrice. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Nour, Adrien Gallo, de pouvoir écrire des chansons qui ont été vraiment personnelles et qui m'ont fait du bien et qui ont pu mettre des mots sur mes mots à moi. Et justement, sur cette construction d'album, en fait, on voit vraiment que ça te touchait au plus profond de ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, bah, en fait, ça me stresse trop. Vas-y, viens, j'arrête. Non. Ok, si. Let's go. Non, ouais, j'ai eu un moment, mais forcément, j'ai eu un moment où j'étais en mode, mais j'en ai marre, je vais arrêter. Ça me saoule parce que je sais pas si je suis prête à dire tout ça. J'étais pas bien, très très bien entourée non plus. C'était dur. Franchement, c'était dur, mais je pense que mes amis et ma famille m'ont dit, mais tu vas pas arrêter en fait. T'as fait des mois que tu travailles sur cet album, t'écris des trucs, les gens ils sont pas prêts encore à ce qu'ils vont entendre. Il faut que t'ailles jusqu'au bout, sinon tu vas avoir des regrets.
Et moi, j'ai eu énormément de regrets sur certaines de mes actions, et parce que j'ai eu parfois de la fierté mal placée de pas dire ce que je pensais et de pas aller jusqu'au bout de certains trucs. Et maintenant, je veux plus ça, tu vois. Je veux vraiment aller jusqu'au bout et ne pas avoir de regrets, même si je me prends une énorme claque parce que ça va être un énorme flop. Et voilà, quand bien même ça m'a forgé de fou. Et ça m'a appris plein de trucs sur moi et sur tout ce qui pouvait m'entourer. Donc je pense que j'ai bien fait de pas lâcher l'affaire. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu des moments où j'étais en mode, vas-y, ça me saoule. Je vais reprendre les études, je vais faire autre chose, tu vois, j'en sais rien. Mais non, la musique, elle est trop là pour moi et elle me fait trop de bien, donc il fallait que je continue. C'est ce que je trouve beau chez les artistes, c'est que c'est vraiment... c'est les montagnes russes constamment, parce que vous êtes aussi des hypersensibles, forcément. Mais en fait, la passion est toujours plus forte que tout. Complètement. Pour moi, j'en parlais avec une pote à moi, et elle me disait, la musique, c'est un peu un amour toxique, tu vois, parce que d'un côté, elle te fait tellement de bien, et puis d'un autre, tu la détestes parce que t'es en mode, j'en ai marre, j'ai pas envie de dire ça, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi faire. Mais c'est de l'amour passionnel, c'est un truc que j'aime, c'est un truc qui me fait vibrer, et c'est pour ça que j'ai envie d'élargir tout ça, j'ai envie de composer pour les autres, j'ai envie d'écrire pour les autres, j'ai envie de faire de la musique à l'image, j'ai envie de faire de la musique de film. J'ai envie de composer pour des jeux vidéo, j'ai envie de faire plein de trucs en rapport avec la musique et pas nécessairement en rapport avec moi, tu vois. Là, pour le moment, j'ai sorti Fil Rouge et j'ai encore plein de choses à écrire, mais je pense qu'il faut que je vive des expériences pour pouvoir être aussi à l'aise et d'en parler librement, tu vois. Comment on progresse sur l'écriture? Comment on fait pour muscler sa manière d'écrire? Est-ce qu'il y a des petits tips? Est-ce que c'est hyper instinctif? Genre, est-ce que tu as essayé de faire des petits exercices pour... progresser, parce que mine de rien, c'était un exercice nouveau, tu vois. C'est nouveau de fou. Bah, en fait, je pense que plus t'écris, plus tu... Enfin, j'ai pas eu vraiment de règles, tu vois. Quand je faisais des chansons, j'allais jusqu'au bout, j'écrivais vraiment jusqu'au bout. Mais il n'y avait pas vraiment de règles. C'était vraiment la musique qui me donnait la thématique. Et après, je m'entraînais à écrire des poèmes, je m'entraînais à écrire sur mon carnet. Je me souviens, j'écrivais des nouvelles sur mon ordinateur. J'avais écrit une... J'ai honte. Tu te souviens de Wattpad à l'époque là? Ouais. Bah, j'écrivais les pas mal. fanfictions, tout Ouais, ça. voilà. One Direction. J'écrivais pas mal sur Robert Pattinson, tu vois. Des Twilight. Des fanfictions. Je faisais fanfiction et j'avais fait une fanfiction sur un groupe qui s'appelait Lord du Rhône, ils ont fait une chanson méga connue qui s'appelle The Night We Met et du coup j'avais été chercher tous leurs noms, j'avais tout leur ville, j'avais tout fait un truc et c'était pas si mal, je crois, tu vois. Ok. Honnêtement, j'ai tout supprimé, tu retrouveras pas. Bah franchement là j'étais en train de me dire je vais peut-être aller enquêter, je vais aller sortir ça. Les fanfictions, surtout que c'est vrai que t'es fan de Twilight de fou. Ah, Ton poster là. Mais oui. Tu te souviens de ça? Wow. Ton poster. J'étais tellement amoureuse de Robert Pattinson à l'époque. C'était un amour, il était pas au courant. Mais je pense qu'on aurait pu vraiment matcher en vrai. C'est pas mort hein. Bah si, là je crois qu'il s'est fiancé. Ah il est fiancé. Ouais. Damn. Et du coup ça parlait de quoi la fanfiction? Bah j'avais... Parce que là, une fanfiction écrite par Maël sur Robert Pattinson, on veut être gêné. Ah ouais, putain, mais j'ai honte. Bah déjà, ça parlait de moi qui arrivais dans un nouveau lycée. Enfin, j'avais pas dit Maël, hein. T'as juste écrit Twilight. Juste à changer le rôle, c'est plus Bella, c'est Maël. J'avais un prénom, je l'avais appelé Charlie. J'adorais ce prénom. Charlie, c'est le daron. Non, oui, c'est mais le père de Bella. Exact, bonne mémoire. Et j'avais dit Charlie arrive au lycée et là elle voit un homme qui a l'air plus âgé mais il a son âge et tout. Et bref, ça partait en couille et tout. Enfin, ouais. C'était ta première chanson de Fil Rouge. L'album, en fait, on s'était promis d'être sage, c'est toi et Robert, en fait. On a capté. Ah putain, la Robert, dinguerie. mais qu'est-ce que tu fous là? Mais oui, mais il le sait pas. Mais je lui enverrai peut-être. Non, j'ai tout supprimé. Tu retrouveras rien. Là, Attends, mais t'avais quel âge? J'étais au fin collège, début lycée. Et j'avais écrit pendant le confinement aussi une histoire, du coup, sur Lord du Rhône, que j'ai pas postée sur Wattpad. Pendant le confinement? Oui, pendant le confinement. À ton grand âge? Non, j'avais pas fait de fanfiction. Mais non. Attends. Complètement, t'avais déjà une carrière, qu'est-ce que tu fais? Attends.
La fanfiction de Robert Pattinson, c'était quand j'étais au collège, parce que j'étais complètement mordue de lui, tu vois. Et en plus, voilà, les hormones en feu, tu découvres tout ça, t'es en mode waouh, Robert Pattinson, trop frais, tu vois. Et par contre, là, le truc lors du run, j'étais pendant le premier confinement et c'était vraiment juste une petite nouvelle que j'écrivais j'ai jamais posté. Ok. Mais c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Je le faisais lire à mes amis, je leur envoyais un chapitre tous les soirs. Mais t'as fait plusieurs chapitres et tout, vraie histoire. J'ai fait une centaine de pages de ce truc. Ah ouais, le confinement, c'était long, hein. Ah ouais, franchement, il était long. Il était long. Et donc... T'étais sur ton tapis, tu faisais ton sport, après t'écrivais, non, tu on faisais galérait. Franchement, on a tous été... Je rappelle, j'avais fait un live avec Colonel Riel. Ah oui, c'est vraiment, j'étais confinement. Vraiment, ça m'a fait faire des choses incroyables. Putain, la chance, Colonel Riel, C'était quoi. fort, c'était fou. Mais du coup, attends, pourquoi on parle de cette histoire? Parce que ça t'a aidé à écrire. Bah oui, en vrai, ça m'a entraîné de parler de Lord du Run, voilà, de Robert Pattinson. Attends, mais faut que je les google parce que je vois pas c'est quoi en Lord fait. du Run, The Night We Met, c'était connu sur 13 Reasons Why, là. Take me back to the night we met. Groupe? Ouais, c'est un groupe et j'étais amoureuse. Enfin, j'étais amoureuse. Je trouvais le chanteur frais. J'ai écrit ça Non. n'importe comment. C'est Ça, très il va grave. dire Lord du Rhône, non, Attends, je vais Lorde, montrer plus sur- loin. non. Tac. Là, je suis en mode. Non, c'est pas ça. Voilà, je suis un gars de Twitch. Ah ouais, mais du coup, ça s'écrit pas du tout comme ça. Lorde, plus loin, Huron. Attends. Ah, il n'y a pas de E à la fin, pardon. Lord of Voilà, Run. c'est ça. Leur album est fabuleux. C'est un de mes albums préférés. Et du coup, j'ai écrit. Alors lui, ça Et du coup, mais pourquoi t'as écrit une nouvelle sur un groupe de musique? Parce qu'en fait, j'avais regardé une biographie de ce groupe. Et en fait, ce mec qu'on voit à droite, le barbu, Ouais. et c'est tous les textes, c'est lui, toutes les musiques, c'est lui en fait. Et eux, c'est des potes à lui qui l'accompagnent sur scène. Et je trouve que leur histoire, elle est folle. Ils étaient autour d'un feu de camp. Et lui chantait quelques chansons. Et ils ont dit, putain, mais viens, on fait des trucs ensemble. Et ils sont appelés Lord du Rhône parce que c'est un lac, le lac Huron. Et moi, j'avais regardé les différents lacs de leur bled là-bas, je me souviens plus. Et j'avais dit, ça s'appelait Attends, je dirais pas parce qu'ils m'ont retrouvé, ça se trouve, je sais plus si j'ai posté ou pas. Je crois que t'as posté en fait, tu nous as menti. Non, Tu nous as menti, t'as grave Voilà, posté. du coup, j'ai écrit une histoire sur ces mecs parce que j'ai trouvé très très inspirant et j'avais trop envie de parler d'eux dans un de mes textes. Dans ma Mais je trouve ça trop intéressant en vrai que, tu vois, même après le début de ta carrière, tu continues à écrire des nouvelles, etc. Ça veut dire que t'es passionné d'écriture en fait. Ah ouais, j'adore ça. Et j'aime beaucoup lire aussi, tu vois. C'est aussi la lecture qui m'a permis aussi de mettre des mots sur des trucs. Moi, pendant le premier confinement, je lisais beaucoup David Fuenquinos. Il y avait plein de livres de lui et ça m'a donné envie d'écrire. C'est lui qui m'a un peu donné une certaine sensibilité sur certaines tournures de phrases, certaines métaphores que j'ai beaucoup aimées. Et c'est sûr que ça donne envie d'écrire des mots qui te concernent toi, quoi, tu vois. Moi, le texte, je pense qu'il m'a le plus parlé sur l'album, je t'en parlais juste avant l'interview, c'est Lumière de l'aube. Mm-hmm. Comment t'as écrit ce morceau et il parle de quoi? Lumière de l'aube, déjà, c'est la toute dernière de l'album. C'est vraiment la fin. Pour moi, ça montre... La chanson, elle parle du fait de laisser mon nouveau moi prendre sa place parce que c'est vraiment de quoi Fil Rouge parle, en fait. C'est qui je suis devenue vraiment maintenant. Et Lumière de l'aube, en fait, elle s'est fait très rapidement. J'étais en studio avec Jean Castel. J'avais les accords, je lui ai dit j'aimerais faire une sorte d'outro de la fin de l'album pour dire que ça y est, c'est une nouvelle personne qui est arrivée et maintenant le chemin il est ouvert sur cette personne-là. Et du coup, en fait, on a trouvé cette musicalité-là et après j'ai écrit sur le fait de cette lumière-là parce que je trouve que même si l'album il bouge pas mal, c'est très dansant, il y a un côté très bleu, hein, tu vois, il y a des thèmes assez tristes. Et Lumière de l'aube, elle donne un petit message d'espoir. Je sais pas où ça va me mener, mais maintenant je me suis lancée et je me suis ouvert un peu plus aux autres. Elle parle de ça, cette chanson. Il y a aussi la peur de pas atteindre le sommet. Ouais. C'est pas avoir peur de pas atteindre le sommet, c'est de voir le sommet et d'espérer l'atteindre, tu vois. Même si tu sais pas ce qui va se passer, peut-être que tu l'atteindras jamais.
Mais en tout cas, j'ai l'ambition d'atteindre ce sommet, tu vois, de pouvoir juste respirer l'air du sommet, peut-être. Mais c'est quoi le sommet? Je sais pas, justement. Pour moi, le sommet, c'est déjà de faire sa musique, d'être bien avec sa musique, et de faire des concerts et de voir où ta musique, elle peut être amenée, et de voir comment tes chansons, voir le chemin que tes chansons peuvent prendre, en fait, puissent prendre, tu vois. Et c'est ça le sommet pour moi. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres sommets et peut-être que d'autres personnes, c'est d'autres ambitions, mais moi, justement, je sais pas, je vois une grosse montagne, mais j'en suis qu'au début, tu vois. Ton sommet, il est que professionnel. Ouais, là, dans cet album-là, je parlais surtout, enfin, surtout sur cet outro, c'est en mode, ça parlait vraiment de pro, tu vois. Mais c'est sûr que, forcément, même s'il était très perso, ça parle du fait de laisser un peu plus de lumière dans ma tête aussi, tu vois. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pensées froides. Et, euh, et je pense que j'avais aussi besoin de lumière pour me sortir de ces pensées froides. Et Lumière de l'aube, elle résonne un peu comme ça, pleine d'espoir un peu. Est-ce qu'on peut parler justement de cette anxiété que tu peux ressentir parfois? Mhm. Bah, elle a commencé à apparaître vraiment l'année dernière. Et elle est venue un peu comme ça d'un coup. J'ai toujours été de nature très anxieuse. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a peur, qui est hypochondriaque, qui a plein de pensées différentes et tout. Mais là, elle a apparu et c'était des symptômes complètement différents. C'est des vertiges. Je faisais de la dissociation parfois quand j'allais pas très bien et je déréalisais en fait. Pour moi, tout ce qui se passait autour de moi était faux. J'avais la sensation que j'étais dans un truc tout au ralenti, comme si j'étais ivre alors que je n'étais pas ivre. Mais du coup, tout était un peu disproportionné autour de moi et donc j'avais très souvent la tête qui tournait, j'avais très souvent mal à la tête, j'avais des grosses migraines, des troubles de la vision, je voyais flou, je voyais des taches. Et ça se passe quand je suis très très mal et quand je me sens ouais, très triste en fait. Et cette anxiété-là, elle est toujours là parfois. Et parfois, elle est plus là. Elle disparaît parce que je vais être mieux, je vais être beaucoup plus à l'aise avec moi. Et il va se passer plein de belles choses autour de moi. Par exemple, quand j'ai sorti Fil Rouge et qu'il s'est passé plein de belles promos, j'ai rencontré plein de gens. Bah là, j'étais bien dans ma tête. Et après, c'est un peu revenu parce que bah, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a du stress. Et le pire, c'est de pas réussir vraiment à mettre des mots sur ça. C'est se dire pourquoi elle est là, elle vient alors que je me sens pas spécialement mal, mais je la sens parce que je sens que j'ai mal aux yeux, je sens que j'ai la tête qui tourne. Et du coup, j'ai fait mais des centaines, j'abuse, mais plein d'examens parce que je pensais que j'étais malade, tu vois. Je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, parce que j'avais tout le temps des migraines, parce que j'avais la sensation d'être malade en fait. Mais c'était juste, on m'a dit, bah non, vous souffrez juste d'anxiété et vous faites de la dissociation, de la déréalisation. Et quand on m'a dit ça, ça m'a quand même rendue plus légère parce que je me suis dit, bon, bah, je suis pas folle, ça existe. Et déjà, je suis pas malade et je peux me faire aider et je peux comprendre aussi pourquoi je me sens triste. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire aider et à savoir que j'allais pouvoir m'en sortir. Comment ça se passe du coup les thérapies pour te faire aider? Bah déjà, je pense que c'est des... On parle beaucoup du passé, c'est beaucoup de choses qui se passent quand t'es enfant, des traumatismes que tu peux avoir, et pas nécessairement parce qu'il s'est passé quelque chose de fort, hein, mais je pense que dès mon plus jeune âge, j'ai été très stressée, très anxieuse, j'avais plein de crises d'angoisse, et je pense qu'il y a des choses qu'il fallait que je règle aussi par rapport à moi, et par rapport aussi à ce que je peux... de ce que je peux parler dans mon album Fil Rouge. Bah, ce chagrin d'amour, il m'a vraiment fait du mal, hein. J'ai vraiment été très très triste et c'est à partir de là que l'anxiété, c'était comme un gros trauma en fait de perdre cette personne-là alors que c'était nécessaire parce que ça marchait pas, il y a pas de souci et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais le fait de se dire que l'amour, ça peut te faire une sorte de trauma à ce point-là et
te sortir plein de symptômes comme si t'étais vraiment malade. Bah, du coup, je mets des mots sur ça avec ma psy, on en parle. Et je suis pas gênée d'en parler, mais ça permet de comprendre pourquoi j'étais aussi triste par rapport à cette relation, mais parce qu'il y avait des choses aussi dans mon passé. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, on déroule le fil de tout ce qui s'est passé depuis mon enfance à ce qui m'est arrivé aussi avec The Voice, le fait d'être médiatisé, le fait d'être reconnu, le fait de sortir un album, le fait de prendre un risque en faisant autre chose, donc tu sais pas où ça va t'amener. Il y a plein de questions, il y a plein de stress et je pense qu'il faut prendre un maximum de recul pour pas souffrir de stress et d'anxiété, tu vois, parce que sinon on se fait bouffer la tête par plein de pensées. Il y a beaucoup d'artistes qui expliquent que justement, cette vie-là, cette notoriété-là, cette exposition-là, c'est pas du tout naturel et c'est ça qui aussi augmente l'anxiété. Je pense, oui. Parce que, en plus, d'autant plus que moi, je me lançais un peu là-dedans sans vraiment réfléchir. Je pensais pas en arriver là, je pensais pas que tout ça allait se passer. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de dire qu'est-ce qui se passe. Tout est allé très vite et c'est pendant le confinement que j'ai tilté un peu tout ce qui m'était un peu arrivé. Mais c'est sûr que le fait d'être médiatisé, le fait d'être suivi par plein de gens, on se retrouve à recevoir des messages de gens pas très sympas non plus, des gens qui te jugent, qui sont en jugement, qui n'aiment pas nécessairement ce que tu fais. Et c'est dur, tu vois, de se dire, punaise, je reçois des messages comme ça alors que je les connais pas. Ça te donne du stress, ça te donne de l'inquiétude. Et puis, plus tu reçois des messages un peu comme ça et t'en reçois plein, plus tu te dis, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je reçois plein de choses, je sais plus trop où m'en donner de la tête. Et du coup, t'as peur de louper plein de trucs. Enfin, j'étais très connectée à mon téléphone, je regardais toujours mes messages, je regardais le nombre de likes, j'avais peur de la vie des gens. Et moi maintenant, tu vois, là maintenant, je me sens mieux parce que déjà, je pense que je m'assume plus et que je me sens mieux dans ma peau. Donc, je fais moins attention à ce qui peut se dire. Même si, bon, je regarde les commentaires des Patrick quelquefois, tu vois. Mais c'est sûr que la médiatisation, elle est pas facile. Enfin, moi, j'en parle avec pas mal d'artistes, c'est pas évident, tu vois. Quand tu passes de personne, voilà, lambda, même si j'aime pas dire ça, personnalité un peu publique. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi les conseils que tu donnerais à ceux qui nous regardent, par exemple, pour prendre confiance en soi et se sentir un peu mieux dans sa peau? Des conseils, je pense que déjà, c'est de bien s'entourer, en vrai. C'est de bien s'entourer, de pas être avec des personnes qui te mettent en fait plus bas que terre et qui sont là pour toi et pour te voir évoluer et accepter tes erreurs aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Mes amis m'ont beaucoup aidé, mes parents aussi. Ils sont très à l'écoute. J'ai la chance d'être très très bien entourée et surtout de, 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 de pouvoir faire ce que je veux faire, mais quand même en étant à l'écoute des personnes qui peuvent aussi m'entourer, parce que c'est bien beau de se faire confiance et de dire bah moi j'y vais tête baissée, je m'en fous de tout ce que les gens peuvent penser. Mais non, je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute des gens qui t'entourent et moi j'ai pris confiance en moi parce que déjà j'ai pu faire ce que je voulais faire. J'ai fait les chansons que je rêvais dans ma tête depuis quelques mois, depuis des années, pardon. Et surtout, je pense que c'est le fait de s'entourer de femmes fortes, de meufs qui s'assument et qui sont là en mode on s'en fout maintenant, on fait ce qu'on veut, c'est tes chansons, fonce, tu vois, c'est toi et fais-toi confiance. Et moi, ça m'a vraiment aidé et je les remercie fois mille, fois mille, fois mille. Tu parles de qui dans Nuit Bleue? Ah ah! Je dis pas. Non, pas qui, mais en tout cas de quelqu'un qui a su t'apporter aussi cette confiance en toi Ouais. et te libérer sur plein de choses, de ce que j'ai cru comprendre. Complètement. C'est une pote à moi. Je parle d'une pote avec qui j'ai fait un peu les 400 coups. On sortait très souvent. Et c'est grâce à elle aussi, quand je parle des amis, qui m'a fait prendre conscience du fait d'accepter et de s'affirmer dans sa féminité et de pas avoir peur du regard des autres. Et du coup, elle m'a vraiment... je garde des souvenirs fabuleux parce que c'est là que j'ai découvert aussi le monde de la nuit, le fait de se sentir un peu... Moi, quand j'ai fait l'album, par exemple,
fil rouge, c'était globalement tout le temps, tous les soirs, les musiques, je pouvais les composer dans la nuit. Il y avait tout le temps un truc par rapport à la nuit et je pense que c'est aussi un bon moyen d'être quelqu'un d'autre pendant quelques temps, tu vois, et de s'affirmer encore plus que tu ne l'es déjà. Et cette pote-là, elle m'a fait du bien parce que j'avais pas du tout peur d'être qui je voulais être. Et je pense elle m'a initiée à plein de trucs et ça, je kiffe trop, vraiment. Finalement, ça a du bon, le monde de la nuit, de la fête. Ah bah oui, il n'y a pas que du mauvais, hein. Il faut être avec des bonnes personnes. Mais on dirait vraiment que je vais dans des trucs de fou alors que pas du tout. Mais... Non, mais nous, on dort la nuit, tu vois. Mais moi aussi, je dors. Mais il y a eu des moments où j'avais envie de sortir, j'avais envie de profiter, j'avais envie d'être avec mes amis et de pouvoir relâcher la pression, tu vois, et être en mode, ben voilà, je profite et j'ai pas peur de quoi que ce soit. Je suis avec mes amis, je suis avec des gens de confiance. Et ça, c'est une vraie chance. Les amis, sur le chat, j'ai vu que vous avez mis beaucoup de questions. Je suis désolé, j'étais dans mon interview, j'étais bien. Mais vas-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais remonter aussi un peu. Bah déjà, il y en a une. Est-ce que dans le futur, tu aimerais collaborer avec d'autres interprètes ? Avec d'autres interprètes, c'est-à-dire faire des featuring, c'est ça, je suppose. Ouais. Bien sûr, complètement. Là, sur cet album... C'est vrai que t'as pas fait de feat. J'ai pas fait de feat, non. Sur cet album, j'avais envie, comme c'est pour moi un premier accouchement, entre guillemets, j'avais envie de montrer au public et aussi aux autres artistes que moi, ce qu'était ma musicalité. Du coup, j'avais pas envie de faire de feat. J'avais vraiment envie que ce soit mon album et que je sois solo dessus. Mais par contre, par la suite, c'est sûr que j'aimerais vraiment travailler avec d'autres chanteurs, d'autres chanteuses, composer avec d'autres personnes aussi qui sont peut-être que DJ ou producteurs. Enfin, j'ai vraiment envie de le faire par la suite. C'est sûr que je vais faire des featuring. Faut juste que je choisisse avec qui. Je te verrais bien en feat avec Adèle Castillon. Mais grave, mais tu sais qu'on... Non, je dis rien. Hello! Hello! Ah ouais, non, mais en plus, vos albums sont sortis quasiment en même temps. On est sur des thèmes un peu... D'ailleurs, j'ai vu que t'étais à Sagueté, j'avais trop envie de Ouais, c'était le feu. Ça avait l'air incroyable. C'était, franchement, en live, elle est très très forte. Elle est méga forte. Elle est très très forte. Et elle a plein de courage. Et bah justement, c'est une nana aussi, je parlais d'artistes qui parlent de ça, de leurs faiblesses. Et bah Adèle, elle parle complètement de ses faiblesses dans cet album-là, et ça fait du bien, tu vois, de pouvoir... parler librement de cette anxiété, des plaisirs que ça a pu t'apporter et en même temps toute la souffrance. Bah moi je trouve que ça fait vraiment du bien de pouvoir entendre ça, quoi, de la part d'artistes comme elle. Vous vous connaissez toutes les deux ? Ouais, on s'écrit pas mal et puis on s'est vu quelques fois et on a pas mal parlé de ce qui a pu nous arriver aussi ces dernières années et moi ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec elle. Ouais, il y a un vrai lien, moi je trouve. De fou. Franchement, s'il y a un feat un jour... Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aura une séance de dédicace à la fin de tes concerts ? Je sais pas s'il y aura une séance de dédicace, mais il y aura des meet and greet, il y aura mon petit merch avec tous mes trucs. Je ne dis pas parce que c'est des surprises, mais forcément on va être ensemble et je pourrai dédicacer quelques petits trucs si jamais vous avez vos CD et vos disques, évidemment. C'est lourd les meet and greet. Par rapport à l'effet de masse, tu as toi-même subi ou vu du harcèlement scolaire ? Je peux pas qualifier de harcèlement scolaire, mais c'est vrai que si je peux le dire, quand j'ai fait The Voice et quand j'ai fait mon premier album, les gens de mon lycée ne m'aimaient pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'était, on parlait pas très bien de moi souvent. J'étais très souvent embêtée. Il y a des gens qui faisaient je me souviendrai toujours, il y avait un mec qui avait fait un live Insta et qui avait mis ma musique dans le fond, toutes les machines en tinker, et il y avait genre toute la classe dans le live, et il disait regardez comme c'est de la grosse merde et tout, des trucs putain. Comme ça, tu vois. Et moi je sais que ça m'avait vraiment fait du mal parce que je me suis dit ouais, je vais pas donner l'heure, tant pis, franchement. En plus le mec il stream ma chanson, continue, t'as raison, tu vois. Mais ça fait du mal parce que tu sais qu'ils sont contre toi alors que t'as rien fait pour ça, tu vois. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal et donc j'allais au lycée à reculons et j'avais très hâte de quitter l'établissement parce que j'étais pas très heureuse. J'étais un peu seule. J'avais toujours mon même groupe d'amis qui sont toujours là à l'heure actuelle et sans eux,
ça aurait été vraiment trop dur. Mais oui, j'ai été pas mal embêtée par rapport à ça et j'en ai beaucoup souffert et voilà quoi. En vrai, ça devait être tellement particulier cette année-là où tu gagnes un télécrochet, t'enchaînes dans une vie où t'es entre le bac et le studio, et en plus, il y a des gens qui te cassent les couilles. Ouais. Ah bah oui, c'est anxiogène, hein, tu vois. Mais d'un côté, c'est quand t'es au collège et quand t'es au lycée, je trouve que c'est un peu l'âge bête, sans mentir, et les gens sont pas ont pas beaucoup de recul, ils se rendent pas compte de l'importance des mots et de la puissance des mots, et l'effet de masse, elle parle complètement de ça. On me demande s'il y a d'autres clips de prévus. Je dis rien. On te demande s'il y a d'autres clips de prévus. En plus, t'as vu comment je m'ouvre et tout, je dis plein de trucs Grave, que j'ai grave. jamais dit avant. Ah bah ça fait plaisir, c'est grave mon travail. Là je touche à mon métier là. On te dit de continuer de vivre de ta passion, Maëlle, on te soutient. Les gens ils sont trop Je mignons. vous aime, merci beaucoup. Tu sais qu'il n'y a pas autant de love d'habitude. C'est vrai? Bah il y a des messages genre des questions et tout, mais là des petits cœurs et tout, j'aime bien l'ambiance. Ah, il y a des petits messages. Ouais, ils sont Ouais. petits. Oh non, celle-là on a déjà répondu. Il y avait des trucs en bas qui parlaient de l'anxiété. Je crois qu'il y avait une question, le symptôme en haut, un peu plus haut. Je comprends ta question. Ouais. Ah ça c'est Ah oui, qu'on par collabore avec d'autres rapport- ah oui, non, pas interprètes. non. Ah oui, non, en fait, j'ai abusé. Je sais pas pourquoi j'ai entendu symptôme. Enfin, j'ai vu symptôme. Bon, bref. Bon, s'il y avait une question sur l'anxiété, n'hésitez pas à la réécrire comme ça. Ah là, merci d'avoir parlé de l'anxiété sans aucun fil, c'était Ah, peut-être ok, ça. d'accord, oui. Est-ce qu'il y aura des premières parties pour la tournée? C'est moi la première partie. C'est Oumar, Voilà. direct. Je vais Il va vous faire du présenter stand-up. mon- Il Quoi, va pourquoi faire pas de la des petites chanson? blagues. Bah, je sais pas. Vas-y, fais-nous un petit truc là. Moi, j'ai mon EP qui arrive. Bien sûr. Fil noir. Ça va être incroyable. En vrai, franchement, sans déconner, si tu fais ça, je meurs de. Tu Je meurs stream. d'amour, je stream. C'est sûr. T'imagines la cover de Fil noir. T'es dans une chambre, Vraiment, attends, t'as comme ça. un fil Et noir, j'ai genre. des tacos. Ça, il y a le... Faut montrer quand même le vinyle, faut qu'on en parle. Oui. Pardon, je parle pas dans le micro depuis tout à l'heure. Incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un gros travail sur les clips, sur les photos, sur l'image. Et j'aimerais bien qu'on parle de ta collaboration justement avec Elisa. Elisa Baudouin. Mais Ouais. oui, Elisa Baudouin, je l'ai connue sur le premier album. Hello. hello, It's me. incroyable. Je l'ai connue sur le premier album. On avait fait le clip de Sur un coup de tête ensemble. Et depuis. Incroyable. Mais en fait, il chante méga Mais bien. je t'ai dit, fil noir. pourtant, là. Viens, tu l'autoproduis. C'est dead. Incroyable. Mais du coup, Elisa Baudouin, j'ai eu un énorme coup de cœur amical et professionnel. C'est pour moi une des meilleures réalisatrices que j'ai pu rencontrer. Je la trouve fabuleuse, photographe aussi. Et du coup, on a travaillé sur tous les visuels ensemble sur ce deuxième projet, que ça soit la pochette, que ce soit toutes les photos que vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux, que ça soit aussi tous les clips. Flash, c'est elle qui l'a fait. Ouvrir les yeux aussi, la session live d'En attendant. Donc on Elle a... est incroyable la Donc, session live. Ouais, elle est Truc trop de cool. fou. Merci beaucoup. Je dis ouais, elle est trop cool, mais parce que pour moi, c'est de la dingue. Tu vois. Ouais, j'aime bien ce qu'elle a fait, Maëlle. Non, franchement, Elisa, elle a un vrai talent et une vraie sensibilité. Et je trouve ça fabuleux parce qu'elle est vraiment à l'écoute des artistes. Et on a vraiment travaillé ensemble, main dans la main, dans ce projet. Et Elisa, elle a pas bossé avec Janie, elle. Oui, exactement, c'est ça. Elisa, elle a bossé avec Janie, November Ultra, Terre Noire. Elle a fait Bon Entendeur. On dirait vraiment que je suis sa chef de projet. ta RP, Je dis, je suis sa incroyable. RP, tu vois. Mais non, franchement, c'est une meuf incroyable qui a énormément de talent. Et cette pochette, j'en rêvais. Quand je faisais cet album, pour moi, c'était dans une chambre et je tenais un fil avec une part de pizza et elle me l'a faite comme ça. Et c'est magnifique. Je suis très contente. Le nom t'est venu quand? À quel moment de la conception de l'album? Y a pas le titre marqué? Ouais, il est derrière. Ah, énorme. Mm. J'adore. Ouais, j'avais pas envie de mettre le titre parce que je trouve qu'on le voit déjà, On le le film, capte. tu vois. Ok. Et, C'est rare qu'il n'y ait pas le titre sur ouais, la pochette, je j'ai trouve. hésité en vrai. C'est marrant, ça. Ouais, j'ai hésité, mais je me suis dit. Non, le fil parle de lui-même, Le trop fil est bien. là. Et je sais plus ce que tu m'as dit. Le titre de l'album est venu C'est quand ça. dans le processus? En fait, quand je continuais à être en studio, ouais, ben,
quand j'avais à peu près 7-8 chansons, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est marrant, il y a un vrai fil conducteur, il y a un vrai fil rouge entre tes chansons et tout. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait tilt, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Mon album, il retrace toute ma vie pendant 3 ans. J'ai la sensation que ça amène vers une autre ouverture, un autre chemin du labyrinthe que j'avais pas encore exploré et où je me sens vraiment bien. Et pour moi, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie et de mon émancipation vers cette liberté-là, tu vois. Donc ça a fait tilt. Et en plus, au-delà de ça, Fil rouge, c'est l'histoire d'une petite fille. Je lisais ça quand j'étais petite. C'est une petite fille qui déroule une bobine de fil dans sa chambre rouge. Et en fait, pour passer de plein de paysages différents, ben, c'est une BD? C'est un petit livre d'illustration. On va pas retrouver peut-être. Si tu peux mettre fil rouge. Ah ouais? Fil rouge, livre, petite fille. Je me souviens plus de qui il a écrit, pardon. Livre jeunesse. Livre jeunesse. C'est ça? Mes images. Voilà, c'est ça, le fil rouge. Celui-là? En bas, la petite. Ah, trop mimes. Attends, voilà, je vais montrer. C'est elle. Et pour moi, c'est un peu ça. Quand j'ai fait cet album, je l'ai commencé un peu dans ma chambre pendant le confinement. Et après, en fait, le fil s'est déroulé vers une autre fenêtre qui m'a amené à plein de rencontres, plein de choses. Et pour moi, c'est un peu l'histoire de cet album-là. C'est génial. J'adore l'idée. Bah, merci beaucoup. Je remets ça. L'informaticien, quoi. Ah ouais, mais là, t'as vu, je suis un streamer. Incroyable. Et il y a eu aussi tout un marketing autour, tu sais, les cadenas, les fils dans Paris. Mais j'ai une équipe. Comment vous avez travaillé sur tout ça? C'est trop intéressant. Bah, j'ai une équipe mortelle qui ont plein d'idées. Qui a plein d'idées pour justement faire vivre Fil rouge. Et l'idée des cadenas dans la rue, c'était en fait qu'on voulait créer un chemin de fil rouge pour retrouver les cadenas. Et ces cadenas-là, c'était des rencontres avec moi. Et en fait, toutes les personnes qui ont eu le cadenas, elles sont venues à la release party. Elles étaient invitées à la release, tu vois. Et ça me permet de voir des gens qui se sont déplacés parce que c'était seulement à Paris. Il y avait, je crois qu'il y avait une nana de Lyon qui était venue, ou il me semble, oui, je crois. Elle est montée jusqu'à Paris? Oui. Pour retrouver le cadenas? Oui, je crois, ou ça se trouve, je dis une bêtise, mais il me semble que oui. Et je trouve ça trop bien, ce genre d'idée, parce que ça rassemble les gens, et il y a quand même aussi cette histoire de fil rouge. C'est comme on avait fait plein d'affiches dans Paris avec ma cover, et en fait, on a tagué des fils rouges qui sortaient du métro pour aller vers l'affiche, et comme ça, tu peux voir la cover de l'album, toujours en rapport avec le fil conducteur, quoi. Et du coup, l'OP des cadenas, j'avoue qu'on était assez fiers en vrai. C'est stylé de fou. Et donc là, gros événement dans 3 mois, tournée. Oui. Oh my godness. Première tournée, ouais. Là, je suis en plein dedans. En plus, on est en train de travailler sur toute la scénographie, sur comment je visualise vraiment l'album en live. Et c'est trop bien parce qu'on va être 4 sur scène. J'ai des musiciens fabuleux. On a tout un retravail de réarrangement pour qu'il y ait cet album-là, mais qui est aussi les titres du premier album, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, pour retravailler musicalement les titres du premier pour qu'ils soient de la même couleur un peu que Fil rouge. Et donc ça y est, là j'ai annoncé ma première tournée du coup qui commence le 1er février à Rennes, c'est ma première date, et après je vais un peu partout en France. Je fais la Cigale le 20 mars 2024. Et j'ai trop hâte, quoi. Ça va être ma première vraie tournée. Et donc, on est en pleine construction. Je fais plein de moodboards sur de quoi j'imagine vraiment les visuels, comment je représenterai le fil rouge en live. Et il y a plein de beaux trucs, quoi. J'ai trop hâte. En exclusivité, je peux vous annoncer qu'elle ouvre le concert sur le pianiste des gares. Ça, c'est sûr. Arrête, ils vont trop y croire. Non, c'est une blague. Mais j'adorais. En plus, franchement, entrer sur scène, et toi t'arrives comme ça, tu fais une petite danse. Ce serait génial. Franchement, en vrai, mec, si genre je fais ça, tu me dois un truc big. Bah, l'EP Fil Noir. Ok, vas-y. Vas-y, si je fais ça, je suis très chaud. De ouf. Ça va être quelque chose, hâte de parcourir la France. Comment ça, hâte de parcourir la France? Vous allez la suivre sur la tournée, les gars? Ah, mais si vous êtes trop mignons. Attendez, faut nous expliquer, hâte de parcourir la France. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Istime Maël? Ah, mais oui, mais c'est l'Istime Maël. Oh. C'est des personnes qui viennent me voir très souvent sur tous mes plateaux radio, qui me suivent, mais j'ai une communauté mais fabuleuse. Et Marie aussi. Le Tour de France. Le Tour de France. On dit rien. J'adore. Je vous aime fort.
Vous êtes des amours. Attends, mais moi j'ai envie de discuter avec vous. Je sais pas, on peut pas faire un Skype, un truc. On Mais tu sais qu'elles discute. sont super drôles en plus. Hein. Mais C'est elles ont l'air vraiment trop des amours, sympas. hein. Elles sont adorables. Et t'es pas prête. Je les adore. Vous avez déjà prévu, vous avez acheté tous vos billets et tout pour la tournée, vous allez la Il suivre. me semble que Marie, elle vient sur 5-6 dates à ce que j'ai compris. Il y en a combien? Il y en a, je sais pas, il y en a une. Je pense qu'il y a une quinzaine de dates. Ah, c'est incroyable. On ramène des cornichons. Allez, Oh va. yes! J'aimerais tellement venir à chaque date OMG, mais bon, déjà à Dijon, ça va super. Franchement, j'aime trop. C'est important la fanbase. Hein. Bah ouais. Bah regarde, c'est elle qui anime le live. La fanbase, elles sont trop chou. Ouais, j'ai trop de chance. Bah, merci les amis d'avoir suivi De ce live ouf. avec nous. Merci beaucoup. Il est temps de se laisser, mais c'était un vrai plaisir. Franchement, Merci, j'ai trop Omar. kiffé. J'ai appris trop de trucs. J'ai appris trop. J'ai appris trop de trucs. Moi, là, j'étais limite, je regardais l'interview, là, c'était lourd. Non, franchement, merci infiniment. Plein de force pour déjà là, l'album qui est sorti depuis un mois. Merci. Fil rouge, je le rappelle, allez l'acheter. La tournée qui arrive 1er février, tu m'as dit la première Yes, date let's go. 1er février, incroyable. Ceux qui font le tour de France, force à vous. Moi aussi, je vais venir avec vous, je pense. On trouve une caravane, on fait un truc. Dégoûté de ne pas pouvoir assister à au moins un de tes concerts, mais Ah si non. tu passes dans le 64, je débarque en vitesse. Ah non, mais il y a peut-être potentiellement une date où tu peux venir. Pas loin du 64, peut-être, faut trouver la date la plus proche. Ouais. Merci énormément pour ce live est incroyable. Bah, merci Bah, à merci vous. beaucoup, Omar. C'était un plaisir. Toujours un plaisir d'être avec toi. C'est vrai, c'était notre, je ne sais pas combienième interview ensemble. On se revoit sur Il y en le aura 3e album. Let's go. Bisous. Merci les amis, à bientôt. Ciao.